Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, des fleurs, une pensée pieuse à moi et des prières à l'endroit des personnes qui ont perdu la vie le 15 janvier 2016. Ouagadougou frappé en plein cœur et depuis, la vie n'est plus pareille sur l'avenue Kwame Nkrumah. Pourtant, il faut rester debout. C'est ce que rappelle un collectif d'artistes qui offre en ce moment même un concert géant sur les lieux de l'attaque. Le FESPACO 2019 expose ses plus beaux atouts en France. Centre Mémoire et Avenir du cinéma africain, le cinquantenaire du Festival du cinéma panafricain et de la télévision de Ouagadougou présage une édition inédite. L'acte 1 de la campagne internationale de communication du festival à suivre dans ce journal. Et puis, un acquittement et une libération immédiate. C'est ce qui a été décidé ce mardi à la Cour pénale internationale à l'endroit des deux accusés. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devraient incessamment retrouver la liberté, une véritable douche froide pour le procureur qui compte faire valoir son droit à faire appel de la décision. Bienvenue à tous. Comment se porte le climat des affaires en ce moment? La question a trouvé réponse lors d'une rencontre en fin d'après-midi au palais de Koulouba. Il s'agit de la 4e session du comité de pilotage du suivi de l'amélioration du climat des affaires au Burkina. Des avancées sont à noter et surtout à vulgariser. Sidi Larayenne et Adama Koulibaly nous en parlent. Autour du Premier ministre à cette 4e session du comité de pilotage du suivi de l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso, des membres du gouvernement, la Chambre de commerce, la Banque mondiale ou encore la BCEAO. Il ressort de cette concertation que le Burkina a connu une avancée notable dans la facilitation des affaires. L'évaluation qui a été faite donc, du Burkina Faso indique clairement que nous sommes un pays qui a amélioré en tout cas son dispositif en matière donc, de facilitation donc, des affaires. Ça c'est un point positif qu'il faut noter. Seulement, nous sommes en compétition. Et beaucoup de pays ont fait des réformes comme nous avons fait. Et lorsque vous êtes en compétition, c'est certainement ceux qui ont fait suffisamment donc, de réformes et des réformes qui ont été sues qui sont certainement donc, les mieux évaluées. Notre pays a fait suffisamment donc, de réformes. Nous avons fait une matrice donc, de 8 points l'année dernière et énormément. Donc, cette matrice a été réalisée avec un taux de pourcentage très intéressant. Des réformes qui nécessitent d'être connues, d'où la création d'un sous-comité technique communication pour rassurer les différents acteurs. Nous avons rencontré les contributeurs de la Banque mondiale, ceux-là qu'on interroge sur l'impact donc, des réformes. Et lorsque nous avons rencontré, nous nous sommes rendus compte nous-mêmes qu'il y a eu en tout cas donc, des réformes qui ont été faites dont ils ne sont pas au courant, alors que ce sont ces contributeurs-là qui sont interrogés. Ce n'est pas le rapport que nous rendons, ce sont les usagers, ces contributeurs qui sont interrogés, qui remplissent des fiches, qui disent dans tel secteur, nous avons senti un impact effectivement nous des réformes. Et souvent ces contributeurs ne sont pas informés de l'ensemble de ces réformes-là, parce que ce n'est pas tous des usagers donc des services publics, c'est aussi des gens qui ressentent les choses. Donc je pense qu'il y a un travail qui va être fait à ce niveau pour que ces réformes-là puissent être prises en compte. Parce que oui, il y a des réformes qui ont été faites, qui n'ont pas été prises en compte en tout cas dans l'évaluation. Comme il y a des réformes qui ont été faites, mais aussi des pays les ont fait en termes donc de nombre, en termes donc du moment où ils les ont faites, pour qu'il y ait de meilleurs impacts là-dessus. Quand on a fait l'évaluation de manière sereine et à tête reposée, nous avons compris effectivement qu'il faut lever ces goulots d'étranglement en matière de communication. Un plan triennal 2019-2021 a été adopté et des rencontres d'évaluation se tiendront tous les mois pour la mise en œuvre effective de nouvelles réformes. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce soir. Nous espérons qu'une solution sera trouvée. Mais en attendant, sachez que le chef du gouvernement s'est rendu très tôt ce matin sur les lieux de l'attaque du 15 janvier 2016. En ce triste anniversaire commémoré ce jour, Paul Kabacheba a rendu hommage à la trentaine de personnes qui ont perdu la vie au cours de cette tragique soirée. Et sur la stèle érigée entre le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide, un dépôt de gerbes a symbolisé le devoir de mémoire de la nation burkinabé envers les victimes de cette attaque et leurs parents, mais aussi des autres Burkinabés qui ont perdu la vie suite aux attaques terroristes. Des images rapportées par Daouda Ouattara et Vincent Kiandrebeogo. Il y a ainsi 3 ans, la plus connue des avenues de la capitale burkinabé était le théâtre d'une attaque qui a coûté la vie à une trentaine de personnes et fait de nombreux blessés et dégâts matériels. 13 pays avaient été touchés par la perte de leurs ressortissants ce 15 janvier 2016. Rappel des faits avec Draman Dadian. 15 janvier 2016.
Splendide en feu. Actuellement, ils sont à Cappuccino. L'horreur et l'effroi sur l'avenue Kwame Nkrumah, la plus belle de la capitale burkinabé. Ouagadougou subissait sa première attaque terroriste. L'hôtel Splendide, le restaurant Cappuccino et le maquis Taxi Brousse, la cible des assaillants. Une nuit d'angoisse pour les habitants de la capitale. L'assaut est lancé. Au finish, 3 terroristes tués. Ce fut un vendredi noir. 30 personnes ont perdu la vie, 70 blessés et d'énormes dégâts matériels. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. De douloureux souvenirs. On se rappelle également l'enlèvement ce même 15 janvier 2016 du couple Elliott Agibo. Et depuis ce jour fatidique, le Burkina ne cesse de pleurer ses morts. Une centaine d'attaques terroristes à ce jour, dont la deuxième d'envergure sur l'avenue Kwame Nkrumah. C'était le 13 août 2017. Et puis accusé de ralentir les travaux des routes nationales 3 et 4, l'Office national de l'eau et de l'assainissement s'engage à achever sa part des travaux au plus tard le 25 janvier prochain. Cela n'est pas sans désagrément pour les usagers qui attendent la fin du chantier, et ce depuis plusieurs années. Le point avec Moussa Ouedraogo et Tanga Kafando. L'Office national de l'eau et de l'assainissement en plein travaux à l'intersection de la route nationale numéro 3 et de la route nationale numéro 4, route de l'hôpital Yalagdo. Des travaux de déplacement de conduite qui bloquent momentanément la voie conduisant sur la digue du barrage numéro 3. Ce sont des travaux donc de grande envergure, puisqu'il s'agit de déplacer donc 4 conduites quand même de gros diamètre, à savoir une conduite de diamètre 200 mm, 400 mm, 500 mm et 600 mm. Donc l'ONEA, n'ayant pas tous les moyens donc, de réaliser ces travaux, a contracté avec une autre entreprise. Et vous voyez que donc, pour le respect quand même de toute la réglementation liée aux appels d'offres, donc il y a un temps quand même donc, pour ces choses-là. Voilà, c'est ce temps-là que cela a mis, en tout cas pour aboutir aujourd'hui à la contractualisation avec une entreprise qui réalise donc, les travaux à notre profit. Pour les responsables de l'ONEA, les travaux s'achèvent au plus tard le 25 janvier et les usagers pourront reprendre leur circuit normal. Nous pensons pouvoir donc libérer en tout cas l'envergure donc, de cette voie pour permettre donc aux usagers, en tout cas auprès desquels nous nous excusons une fois de plus, voilà, pour tous les désagréments qui sont vraiment indépendants de notre volonté. Les travaux de l'intersection de la route nationale numéro 3 et de la route nationale numéro 4 connaissent un retard criard, donnant lieu à des plaintes chez les usagers et des accusations mutuelles chez les acteurs. Et l'ONEA se désengage de tout retard sur le site à partir du 25 janvier 2019, date de livraison de son ouvrage. Et à ce jour d'audience au tribunal militaire, les avocats du général Bassolé ont quitté la salle après leur intervention. La cause, ils estiment que seul leur accusé avait droit à la parole pour son mot de fin. Le parquet, lui, voulait rebondir au propos du conseil qui remettait toute l'accusation en cause. Le compte-rendu avec Zoubaviel David Dabiré et Draman Guéné. Le général Djibril Bassolé en a-t-il fini ou pas? En tout cas, la situation est confuse. Les conseils de l'accusé croyaient intervenir en dernière position ce matin quand Yérim Thiam avait la parole. Il développe ses arguments, jetant un discrédit sur les écoutes téléphoniques et le juge d'instruction qui a ordonné l'expertise d'authentification des écoutes. Il va jusqu'à décrier une grande complicité entre le juge d'instruction et l'expert allemand. Sur la trahison retenue contre le général, Maître Thiam trouve que même si les écoutes étaient avérées, son client n'a jamais sollicité de combattants étrangers au président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et pour finir, il estime que seul son client devrait avoir la parole pour son dernier mot. Mais le parquet militaire demande à rebondir après les propos de Maître Thiam. À l'unanimité, les avocats du général refusent, prétextant la santé fragile de l'accusé et l'indisponibilité de certains de leurs pour affronter d'autres débats. Ils se retirent tous de la salle. Le président demande au général Bassolé de rejoindre sa place sans aucune autre précision. En principe, le général Djibril Bassolé est le dernier accusé. Mais encore dans l'attente, le commerçant Yacouba Kinda et le soldat de première classe, Lamoussa Badoum.
Ils sont appelés tour à tour à la barre. Yacouba Kinda a été arrêté seulement le 23 novembre dernier. Il n'a donc pas encore été écouté par un juge d'instruction. Il a pris le procès en cours. Le président ordonne une disjonction de procédure à son encontre, c'est-à-dire que le dossier Kinda soit retiré de la procédure et qu'il soit jugé ultérieurement. Le même sort a été réservé au soldat Lamoussa Badoum, dont l'avocat s'était déporté. Maître Olivier Sommet, conseil du sieur Kinda, et l'accusé Badoum, qui n'a pas encore d'avocat, demande à être jugé dans cette procédure en cours pour ne pas perdre du temps après. La réponse à cette requête sera connue au tribunal militaire ce mercredi à 10h. Dans la suite de ce journal, direction Bobo Dioulasso, les femmes issues des rangs des forces de défense et de sécurité sont les actrices premières d'une sensibilisation sur les mutilations génitales féminines. Elles sont plusieurs dizaines à bénéficier d'un exposé d'acteurs de la lutte contre les MGF, avec à leur tête l'épouse du chef de l'État. On en sait plus avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Zéro mutilation génitale féminine et mettre fin au mariage des enfants au Burkina Faso, c'est le rêve qui nourrit le GALO, groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer. Pour faire de ces rêves une réalité, le GALO multiplie ses actions de sensibilisation et de plaidoyer sur le terrain. Et ce matin, Sika Kaboré et ses collaboratrices sont face aux femmes corps habillées de la ville de Bobo Dioulasso. Nous considérons que, en tant que personnes habillées, elles ont une certaine autorité à convaincre les populations de ne pas aller vers certaines pratiques. Et pour nous, il est bon de les documenter suffisamment pour qu'au moment où elles communiquent avec les populations, elles ont de la matière pour pouvoir leur expliquer en quoi ces pratiques ne sont pas bonnes pour la santé des femmes et des enfants. Selon des données statistiques de 2010, la prévalence des mutilations génitales féminines dans les hauts bassins est de 21,5% contre une moyenne nationale de 13,3% pour les enfants dont l'âge est compris entre 0 et 14 ans. Et une femme sur 10 est mariée au Faso avant l'âge de 15 ans. Une prévalence élevée face à laquelle l'engagement des femmes corps habillées est attendu. Nous nous engageons pour pouvoir lutter contre les mutilations génitales féminines afin de garantir une vie épanouie des femmes dans les foyers. Afin de permettre à toutes les participantes d'en savoir davantage sur le groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer, une projection vidéo a été faite. À Ouagadougou, leur ex-collègue broie du noir. Pour eux, le dossier des militaires radiés n'avance pas. C'est le sentiment qui émane de ces débarqués de l'armée en 2011. Face à la presse ce matin, ils estiment que la situation n'a que trop duré. Désormais, ils ont le regard tourné vers la réponse aux propositions de sortie de crise formulées dans un rapport du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui a du reste transmis ces propositions à qui de droit, Amadou Ilboudo et Aruna Marie. Les militaires radiés de 2011 demandent au gouvernement le dénouement heureux de leur dossier. Un cri de cœur qu'ils ont lancé à cette énième conférence de presse. Pour les radiés de 2011, le dossier qui devait connaître une issue en Conseil des ministres est subitement bloqué. Selon les informations que nous avons, c'est depuis le 15 novembre 2008 que le HCROUN devait mettre à la disposition du gouvernement un document finalisé pour examen et adopté en Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, pas de suite et aucune information irrelative. Face à une telle situation, nous demandons aux autorités de rester dans la bonne disposition qui a caractérisé l'avancement de notre dossier jusqu'à ce stade. Pour les militaires radiés, les travaux du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ont permis de dégager des pistes de solutions consensuelles, des propositions dont l'examen par le gouvernement donnera encore plus de crédit au HCROUN. En tout état de cause, nous demandons seulement de nous situer sur notre sort s'il n'y a plus de solution, ce qui voudrait dire que les propositions du HCROUN que le gouvernement lui-même a trouvées intéressantes ont été juste rangées dans les tiroirs. Et que cette importante institution n'est plus crédible aux yeux de nos autorités. Nous voulons qu'on nous dise la vérité et non nous abandonner dans l'incertitude.
Les militaires radiés sollicitent surtout l'intervention du chef de l'État pour régler leur sort. Au nom de la réconciliation nationale, le Ashkroun avait proposé, entre autres, le reversement de quelques 700 militaires et policiers radiés à la fonction publique. Mais ils ne devraient plus exercer dans les ministères comme ceux de la défense et de la sécurité. Même exercice pour le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie. Face à la presse, les travailleurs dans ces secteurs porteurs prennent l'opinion publique à témoin sur les difficultés qu'ils surmontent au quotidien. À bout, ils espèrent une amélioration de leurs conditions de travail. Compte rendu avec Roger Kamez, Alissa Sanfo. Manque d'équipement, manque d'infrastructures, manque d'armes. C'est un tableau sombre de ces conditions de travail que le syndicat des travailleurs du ministère de l'Environnement dépeint ici face à la presse. Et le syndicat de s'insurger contre ce manque qui ne permet pas aux forestiers d'être efficaces dans un contexte sécuritaire d'aujourd'hui. C'est un syndicat aussi qui n'est pas du tout d'accord avec la gestion de la question environnementale et aussi des ressources naturelles. Il y a un certain nombre de situations que les agents des eaux et forêts et ceux de l'environnement vivent au niveau de leur département qui nécessitent aujourd'hui que nous prenions l'opinion publique en témoin et que nous interpellons nos autorités en tout cas à prendre en tout cas en compte les préoccupations des agents du ministère de l'Environnement. Au niveau des questions de sécurité, qui est très important, c'est que jusqu'à présent, nous disposons de très peu de moyens de travail sur le terrain. Cette conférence de presse marque aussi le début de la mise en œuvre des décisions de la rencontre du syndicat tenue le 4 janvier dernier. Le syndicat des agents du ministère de l'Environnement envisage aussi d'autres actions pour se faire entendre et exiger du gouvernement à travers le ministère de l'Économie verte la satisfaction de sa plateforme revendicative, seul gage pour une amélioration des conditions de travail de tous les forestiers. Parlons à présent santé de nos amis les bêtes. Une rencontre se tient en ce moment à Ouagadougou pour faire le point des activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Plusieurs pays sont représentés à ces assises qui se penchent sur les capacités des laboratoires dans la production et la fourniture de vaccins en quantité, mais aussi et surtout en qualité. Yacouba Gamene et Estelle Judith Assogba pour le reportage. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso sont les pays où l'élevage est pratiqué par plus de la moitié de leur population. C'est un secteur qui constitue la richesse principale de ces pays. Malheureusement, il est confronté à de multiples contraintes, dont les maladies comme la pneumonie contagieuse bovine, la peste des ruminants et la fièvre aftueuse, pour ne citer que celle-ci. Les hauts cadres des laboratoires de production, de diagnostic et de contrôle des vaccins vétérinaires de ces différents pays sont à Ouagadougou pour travailler en synergie afin de barrer la route à ces pathologies animales. La lutte contre les maladies animales impose d'avoir un système de diagnostic bien opérationnel dans les pays et des laboratoires de production de vaccins de qualité et de quantité pour pouvoir faire face effectivement à ces maladies. L'ensemble des problématiques liées au diagnostic, à la production des vaccins et au suivi des activités en santé animale au niveau de ces 6 pays seront soumis à l'expertise de ces participants en vue de leur amélioration. Nous allons examiner en profondeur toutes les activités de diagnostic au niveau de tous les pays. Quelles sont les compétences qui existent, quels sont les équipements qui existent, quels sont les personnels qui sont dédiés à ces activités, quels sont les budgets qui sont dédiés effectivement par ces activités au niveau de chacun pays. Nous allons faire à peu près la même chose au niveau de la production des vaccins. Mais nous allons voir également les contrôles qui est mis en place pour assurer la qualité effectivement de ces vaccins qui vont être mis à la disposition effectivement de nos éleveurs. Les résultats de la réunion de concertation de Ouagadougou sont donc vivement attendus par les populations des 6 pays membres du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS. L'amitié retrouvée entre la Chine populaire et le Burkina continue de porter fruit. Ce soir, nous évoquons un appui conséquent en équipement agricole pour les producteurs burkinabés. L'aide chinoise injecte ainsi une centaine de millions de francs CFA
essentiellement dans le domaine de la production risicole. Les précisions avec Lassina Ouattara et Mounira Kéré. Du matériel technique pour donner un coup de pouce à la mécanisation de l'agriculture au Burkina, composé d'équipements de labour, d'irrigation, de repiquage, de transformation, de décortiqueuses et des outils de conditionnement du riz. Le don est estimé à 114 millions de francs CFA. C'est un grand don que nous avons reçu aujourd'hui et son Excellence dit que c'est modeste, 114 millions. Nous trouvons que c'est un grand don et il a précisé que c'est un premier lot qui est arrivé et nous espérons qu'avec la coopération avec la République populaire de Chine, nous ferons de grands exploits. Le Burkina peut parvenir à l'autosuffisance alimentaire dans les 3, 4 ou 5 prochaines années selon le ministre de l'Agriculture et la condition pour y arriver n'est autre que la mécanisation du domaine, d'où ce don de la Chine qui vise à accroître la production du riz au Burkina. On a des avantages techniquement, expertise, pour apporter ici, pour soutenir notre ami Burkina Faso, de bien améliorer ici la qualité de production et aussi le niveau de production agricole. La Chine populaire promet encore d'autres matériels agricoles, des formations et échanges de technologies sont en cours, mais déjà la Chine annonce un don de 7000 tonnes de céréales dont la première tranche est annoncée pour fin janvier et l'ambassadeur souhaite qu'elle soit destinée à Yirgou et environ. L'opération de charme du FESPACO se déroule à Paris, en France, première étape d'une tournée européenne pour susciter encore plus d'engouement. Et elle est à l'image de l'édition qui fête cette année les 50 années d'existence de la fête du cinéma africain à Ouagadougou. Sous les feux des projecteurs, le FESPACO 2019 dévoile ses séquences. Le film avec nos envoyés spéciaux Roger Cam et Fousseni Kino. Paris ce mardi matin. La grisaille et un temps glacial n'a pas empêché la mobilisation de la presse et des professionnels du cinéma et de la télévision en ce lieu symbolique qu'est le siège de l'UNESCO. Ils veulent à la fois être témoins et relais de cette conférence de presse internationale qui marque le début de la campagne internationale pour le cinquantenaire de la Biennale du cinéma africain de la télévision. Une mobilisation qui n'a pas échappé à l'appréciation du patron du FESPACO. J'ai salué aussi la forte mobilisation à la fois des professionnels du cinéma, des journalistes et la forte mobilisation des personnes de culture avec une forte présence des doyens du cinéma, des doyens de la musique, des doyens de la culture, des doyens des cultures d'Afrique et de la diaspora. Du 23 février au 2 mars prochain, Ouagadougou sera donc le point de rencontre des cinéastes africains des décennies 60, 70, 80, 90, 2000 et 2010 pour magnifier l'important patrimoine cinématographique et audiovisuel africain. 50 ans après sa création, malgré quelques rides, le FESPACO continue toujours de fasciner. Nous avons toujours cru à ce festival et nous pensons qu'il va nous apporter beaucoup plus loin, c'est notre combat. C'est une des fiertés au moins, c'est notre pétrole à nous, parce que c'est les hommes qui ont fabriqué ça, ce n'est pas la nature. Pour cette 26e édition, les organisateurs voient les choses en grand. De l'événementiel à commencer par les cérémonies d'ouverture et de clôture, en passant par les rencontres professionnelles et la réflexion, le cinéma africain et ses professionnels seront simplement honorés. Nous allons donner du sens, marquer l'instant pour que 50 ans après, on continue de parler de la célébration du 50 ans parce que nous avions un cinéaste. Nous allons lui rendre hommage aussi. C'est Idrissa Ouedraogo, l'immense Idrissa Ouedraogo, qui disait ceci, et je vais terminer par là, du sens, tout le reste n'a pas d'importance. À l'occasion de cette conférence internationale, la sélection officielle des films long métrage du FESPACO 2019 a été dévoilée. Sur la vingtaine de films retenus, 3 films burkinabés, Déshérence de Apolline Traoré, Douga de Abdoulaye Dao et de Eric Hervé Lengani et Akilitan de Isiaka Konaté. La Tunisie et l'Afrique du Sud seront représentés également avec chacun 2 films. Le Rwanda, pays invité d'honneur du FESPACO 2019, figure également dans cette sélection. C'est sûr que c'est une grande joie. Après tout cet effort depuis 2 ans que nous sommes en train de travailler pour vraiment donner et surtout représenter le Burkina Faso avec un film
d'une bonne qualité. Et donc aujourd'hui, nous avons la sélection, je suis contente. Les journalistes et l'assistance dans leurs préoccupations sont revenus sur des aspects organisationnels comme le nombre des festivaliers attendus, la délocalisation du MICA à la place de la Nation, la question des archives. Bien évidemment, l'épineuse question de la sécurité est revenue au cours de cette conférence de presse. Sur le sujet, le ministre burkinabé de la Culture se veut rassurant. Le Burkina Faso a suffisamment déjà fait la preuve de sa capacité à organiser ce type d'événement. Nous leur avons indiqué que seulement en novembre 2018, en une semaine, le Burkina Faso a su organiser 3 grands événements, dont 2 culturels, le Siao, les récréatrales, et puis un sportif, le Tour du Faso, au même moment. Il n'y a eu aucun problème de sécurité. C'est donc dire qu'autour du FESPACO, qui est un événement unique qui se tient du 23 février au 2 mars prochain, il ne devrait pas se poser des problèmes de sécurité. Rendez-vous donc à Ouagadougou pour le plus grand festival du cinéma africain. Retenez bien la date, du 23 février au 2 mars 2019. Ceci n'est pas une fiction. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés par la CPI. La nouvelle est tombée dans la matinée de ce 15 janvier. La Cour pénale internationale ordonne la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien et de l'ex-chef des Jeunes Patriotes. En détention depuis 7 ans, Laurent Gbagbo était accusé de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010 à 2011, née de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Accusé de crimes contre l'humanité, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été finalement acquitté mardi par la Cour pénale internationale. La fin d'une procédure exceptionnelle, c'était la première fois qu'un ancien chef de l'État comparaissait devant la CPI. À la majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du Statut de Rome. Malgré la convocation de 80 témoins à charge, la Cour a considéré que les accusations n'étaient pas recevables et a donc ordonné la mise en liberté immédiate des 2 accusés, après 2 ans de procès et 7 ans de détention. Laurent Gbagbo et l'un de ses anciens ministres étaient jugés pour des crimes commis pendant la crise politique de 2010-2011. L'ancien président avait refusé de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Des violences avaient alors fait plus de 3000 morts en 5 mois. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 par des forces spéciales soutenues par les Nations Unies et la France avant d'être remis à la Cour pénale internationale. Mardi, l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo a été accueillie avec joie en Côte d'Ivoire. L'ancien président âgé de 73 ans et son ex-ministre entendent bien continuer à jouer un rôle politique dans le pays. Ce mardi 15 janvier, des islamistes radicaux somaliens Chebab ont revendiqué l'attaque qui a visé le bâtiment d'un quartier huppé de la capitale kenyane. Le complexe visé abrite des habitations, un hôtel et des bâtiments administratifs. Le modus operandi ressemble à celui des Chebab utilisent fréquemment à Mogadiscio. Une bombe explose et dans la foulée, un commando pénètre dans l'établissement. Nairobi, à nouveau la cible du terrorisme. Mardi après-midi, c'est dans un complexe hôtelier haut de gamme de la capitale kenyane qu'une explosion a retenti. Une détonation suivie d'un échange de coups de feu. Selon un témoin présent au moment des faits, plusieurs personnes ont été blessées et prises en charge par les ambulanciers de la Croix-Rouge. Très rapidement, l'attaque a été revendiquée via un communiqué par la milice islamiste des Chebab qui sévit au Kenya et en Somalie. C'est cette même organisation qui avait semé la terreur dans le pays, dans un centre commercial en 2013 et dans une université 2 ans plus tard. 2 attaques particulièrement sanglantes où au total, 215 civils et policiers avaient perdu la vie. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Toutes nos excuses pour les désagréments sonores remarqués au cours de cette édition. C'était indépendant de notre volonté. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.